Donc, bonjour et bienvenue à cette session sur la haute disponibilité et SharePoint 2013. Alors, très rituellement, le slide pour remercier nos sponsors qui ont permis à ces journées SQL d'exister, c'est important. Donc, qui sommes-nous ? Alors, je me présente, je m'appelle Isabelle Van Kempenhout, comme mon nom vous l'indique probablement, je viens de Belgique, Bruxelles. Je suis MVP sur SQL Server. Je travaille sur le produit depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et ça fait quelques années que je me suis associée, c'est une alliance un peu diabolique, mais bon, avec Serge Lucas. Pourquoi diabolique ? Parce qu'il fait du SharePoint. Hein, et nous, comme DBA, fatalement, c'est quelque chose d'un petit peu... Bref. OK. Et donc, Serge Lucas est MVP SharePoint. Il est aussi basé à Bruxelles. Et ensemble, nous avons fait ShareQL, qui est la parfaite contraction de SharePoint et SQL. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Donc, on va parler des concepts de haute disponibilité et de SharePoint et comment, évidemment, en tant que DBA, on va pouvoir aider les SharePointers à atteindre ce but. Donc, dans l'agenda, on va d'abord bien tous se mettre d'accord sur les concepts de business continuity. Enfin, se mettre d'accord, vous allez écouter comment nous envisageons les concepts de business continuity. Serge va faire un rafraîchissement de ce que l'architecture de SharePoint est, qu'on voit bien les différents acteurs. Ensuite, comment la business continuity s'inscrit avec SharePoint. Je reprendrai la parole pour parler et refaire rapidement un retour sur les solutions de disponibilité et plus précisément les groupes de disponibilité sur SQL Server. Et après, nous verrons comment on peut utiliser cette solution-là avec SharePoint. Et nous ferons bien sûr des démonstrations. Alors, on espère bien tenir le timing pour qu'il y ait quand même un petit moment de questions-réponses. Alors, première chose, il n'y a pas à mégoter. Dans le mot business continuity, enfin dans l'expression, il y a le mot business. Donc, le rôle du business est évidemment fondamental. C'est avec lui qu'il va falloir ouvrir le dialogue pour définir ce qu'on entend par continuité des activités. Alors, ce qui est important à savoir, c'est pour ça qu'on l'a mis sur le slide, c'est que cette notion de continuité des activités est décrite dans une norme ISO, qui est la norme ISO 22301. C'est celle à laquelle Microsoft répond, par exemple, pour SharePoint Online avec Office 365. C'est important parce que ça permet d'engager le dialogue avec le business en utilisant un langage qui peut être commun. Donc, le rôle du business va être de pouvoir nous décrire que la continuité des activités pour eux. Et au niveau de l'IT, on va avoir un rôle double, évidemment. Le premier, ça va être de prévenir les incidents ou les accidents en mettant en place des techniques de haute disponibilité, des techniques de monitoring. Et ensuite, quand l'irréparable, espérons pas irréparable, se produit, avoir une stratégie très robuste qui permette de reprendre l'activité. Alors, un petit peu de terminologie. Donc, vous allez souvent rencontrer le terme Service Level Agreement, accord de niveau de service. Je pense en France, en Belgique, on a tendance à utiliser beaucoup d'anglais parce que comme ça, on met tout le monde d'accord, ceux qui parlent français, ceux qui parlent flamand. Donc, on a un dénominateur commun. Donc, le Service Level Agreement. Ce Service Level Agreement, en général, va décrire un ensemble de choses. On va retrouver la notion de haute availability, haute disponibilité. Donc, il faut bien savoir, quand on parle de haute disponibilité, c'est tout simplement la capacité d'un système à rester disponible malgré les contingences. Le Disaster Recovery, ou la reprise sur incident, qui fait aussi partie du SLA, là, c'est quand il y a eu incident, il y a eu problème, il y a eu perte de service. Comment est-ce qu'on va récupérer ? Comment est-ce qu'on va revenir dans une situation d'activité ? Alors, il y a deux notions qui sont très importantes et qui sont bizarrement pas toujours exprimées. Donc, il m'est arrivé de tomber dans des audits sur des SLA où il n'y avait pas la notion de RPO, par exemple. Or, pour nous, comme DBA, le RPO est un élément tout à fait essentiel. Donc, c'est ce qu'on appelle le Recovery Point Objective. Donc, c'est la quantité de données qu'on tolère de perdre. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ?
sabotage. Tu as une digestion difficile. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour nous, DBA? Parce que tout simplement, la fréquence de nos sauvegardes va être définie par ce fameux RPO. Donc, si le business dit « nous ne pouvons pas perdre plus que 15 minutes d'activité », fatalement, nous savons que nous devons prendre nos backups, nos sauvegardes, toutes les 15 minutes pour pouvoir récupérer au maximum les données. Alors, le RTO, le Recovery Time Objective, là, c'est le temps pour remettre les choses en état. Alors, il faut bien se dire aussi qu'un recovery time objectif, si on se limite à la couche SQL, on sait être assez carré sur ce qu'on va pouvoir donner, puisque c'est un environnement sur lequel on est particulièrement confiant et sûr de nous et à l'aise. Mais évidemment, pour le business, pour arriver jusqu'au niveau activité business, il y a toute une pile par au-dessus avec des services et des applications. Ici, on va regarder comment ça se passe pour SharePoint pour qu'effectivement l'activité puisse revenir. Alors, évidemment, quand on discute avec le business et qu'on leur parle d'RPO et d'RTO, pour eux, ce serait idéalement d'avoir... Ah, pardon. Excusez-moi, je vais un petit peu trop vite. En parlant des SLA, donc des accords de niveau de service, donc, soit ça va être conclu entre un fournisseur et un client, ou, plus probablement aussi, entre les départements d'une organisation, de façon plus ou moins formelle. Ça dépend vraiment des règles de gouvernance dans l'entreprise. Ici, on a mis un tableau avec quelques chiffres. Il est assez connu, mais c'est important de se remettre ces chiffres sous les yeux. Donc, vous avez probablement déjà entendu parler de choses comme le triple nine, par exemple. Donc, le triple nine, c'est 99, tout le monde m'attendait sur celle-là, 99,9% de disponibilité. C'est le cas pour Office 365, par exemple. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que sur un an, on va avoir 8,76 heures de temps d'arrêt. Donc, par mois... Oui, 76, bon. Donc, par mois, on aura à peu près 43 minutes et par semaine, à peu près 10 minutes, ce qui n'est pas très gras, évidemment. Alors, c'est clair que le business va vouloir une perte de données égale à 0, un temps de disponibilité qui soit le plus élevé possible. Et fatalement, tout ça a un coût. Et je pense que c'est souvent le plus difficile à faire comprendre dans le dialogue qu'on peut avoir avec les activités. Donc, pour résumer tout ce qui vient d'être dit, la continuité des activités. En haute disponibilité, elle doit être capable de continuer malgré des événements planifiés comme un patching, par exemple. Un incident assez commun comme la perte d'un disque. Je plaisante, je ne le vous souhaite pas, bien sûr, mais je crois qu'on y a tous fait face un jour ou l'autre. Une perte de courant. Il faut savoir qu'en Belgique, pour l'instant, notre 3e centrale maintenant a eu un incendie. Donc, on est vraiment de plus en plus en menace de blackout. Donc, ceci est tout à fait relevant et pertinent. Mais tout ceci, c'est de la haute disponibilité. Donc, on n'a pas de perte d'activité si on a bien mis les choses en place. Après, il peut arriver quelque chose d'un petit peu plus dramatique, catastrophe naturelle, un acte terroriste, que sais-je. Et donc, à ce moment-là, on passe dans un scénario d'EDR. On va devoir remettre en place la disponibilité. Et donc, ce sont ces deux scénarios qu'on va vouloir illustrer sur SharePoint, ici, dans cette session. Bien qu'il peut faire quelque chose. Alors, vous m'entendez? C'est un problème. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez sans micro? Moi, j'ai besoin du micro. Oui, il faut le micro pour la caption. D'accord. Ah, celui-là? Je vais prendre celui-là. Tu me le tiens? Parce qu'il fait du bruit. Ce sera coupé. On peut repasser la petite musique, si vous voulez. Je dois avoir mon ordinateur qui tombe en rade de batterie. Oui, d'accord. Allô, allô? Voilà. Alors, avant de passer dans
quelque chose de plus SharePoint, disons. Je voudrais savoir dans la salle qui fait du SharePoint. La majorité, une petite majorité. D'accord. Qui fait du SharePoint au niveau infra? Un peu moins. D'accord. Très bien. Alors, quelques éléments de rappel de l'architecture SharePoint, mais vraiment orientés business continuity. D'abord, une ferme SharePoint n'est pas seule. Donc, effectivement, une ferme SharePoint, typiquement une ferme SharePoint 2013, exploite pas mal de bases de données. Et donc, en business continuity, il faudra s'en occuper. Mais, en règle générale, il y a plusieurs autres fermes, comme par exemple une ferme OAP, Office Web App, qui permet de gérer le rendu et l'utilisation de documents Office en édition ou en lecture, qui joue un rôle très important. Donc, il faut que cette ferme soit aussi disponible en permanence. Et moins souvent, mais quand même, ça existe, une ferme de workflow. Donc, typiquement, la dernière version de workflow s'appelle Workflow Manager. Et cette ferme de workflow exploite également des bases de données. Par exemple, la ferme OA n'utilise pas de base de données. Donc, elle utilise indirectement les bases de données de SharePoint. Par contre, la ferme workflow a ses propres bases de données. Et en business continuity, il faudra s'en occuper. On en reparlera tout à l'heure. Donc, généralement, on oublie ces deux autres fermes. Alors, concernant la ferme SharePoint, quels sont les éléments d'architecture importants pour la business continuity? D'abord, dans une ferme SharePoint, on a une base de données bien précise qui décrit cette ferme SharePoint. C'est ce qu'on appelle la base de données de configuration. Si vous la perdez, vous n'avez plus de ferme SharePoint. Vous pouvez reconstruire votre ferme. Et on voit que les backups et surtout les restores de la database de configuration ne sont pas supportés. On peut faire des backups, mais pas les restores, sauf dans certaines circonstances, quand la ferme est totalement arrêtée. Et donc ça, c'est un anti-pattern, c'est que des gens prennent des backups de la database de configuration alors que la ferme fonctionne. On y reviendra. Autre point, c'est que dans une ferme SharePoint, on a quelques sites IIS, qui sont des points d'entrée entre l'utilisateur et le serveur, des points d'entrée HTTP, mais tous les sites SharePoint, donc des milliers de sites SharePoint, ou des centaines de milliers de sites SharePoint, sont groupés dans des ensembles de sites qu'on appelle les site collections, ici en bleu, dans lesquels on a les sites, dans lesquels on a les listes, dans lesquels on met les documents, par exemple, ou d'autres types d'informations, comme les tâches, etc. Mais le point important ici, c'est les databases, les bases de données. On peut avoir une base de données par site collection, comme ici, ou bien on peut regrouper plusieurs site collections de la même web app au sein d'une base de données. Tout dépend du SLA que vous allez négocier avec le business. Par exemple, si votre gestion documentaire se trouve dans une site collection et qu'elle est cruciale pour votre métier, votre business, vous allez la regrouper dans une base de données. Vous n'allez pas mélanger ça avec les autres. En cas d'incident, vous allez refaire un restore, par exemple, de cette base de données. Donc ça ira beaucoup plus vite que si vous mélangez tout ce qui est vidéo, etc., dans la gestion documentaire. Donc on peut avoir les sites d'équipe, on peut avoir les sites de projet, indépendants des bases de données différentes. Donc encore une fois, il faut bien dessiner sa ferme SharePoint, notamment en tenant compte des différents SLA. Donc là, une discussion à avoir avec le business très importante, qui est souvent négligée d'ailleurs. À côté de la base de données de configuration et des bases de données contenant les site collections, qu'on appelle les bases de données de contenu, on a un dernier type de base de données, qui sont les bases de données de services. Dans SharePoint, on a beaucoup de services, ce qu'on appelle les service applications, qui peuvent être redondants si on le désire. Donc, par exemple, la taxonomie est dans un service, la partie BI dans un autre service, Excel Service en a un autre, la recherche est un des services les plus importants. Donc, en business continuity, il faut gérer tous ces services-là, encore une fois, en discutant avec le business. Et donc, ces services ont généralement au moins une base de données. Donc, certains services n'ont pas de base de données, comme Excel Service, par exemple. Certains en ont plusieurs, comme le moteur de recherche SharePoint, par exemple. Donc, bien analyser toutes ces bases de données-là. Mais il n'y a pas que les bases de données. Alors, ceci illustre une petite ferme redondante typique, relativement bon marché, dans lequel on a deux web front-end, donc deux frontaux, un serveur applicatif sur lequel on installe une partie du moteur de recherche. Ici, c'est l'indexeur, donc le crawler ou l'indexeur.
Et sur les frontaux, on va avoir les services web, plus une autre partie du moteur de recherche qu'on appelle les query servers. Donc par exemple, si cette machine ici tombe, les utilisateurs peuvent encore récupérer leurs documents, utiliser l'intranet par exemple, faire des recherches. Par contre, l'indexation des nouveaux documents ne se fera pas. Mais c'est une solution tout à fait acceptable quand même. Alors au niveau base de données, par exemple ici, on a deux bases de données, donc du mirroring ou du clustering. Donc voilà, ça c'est vraiment une ferme redondante typique qui résout énormément de problèmes. C'est du SharePoint 2007, mais c'est tout à fait valable, d'actualité avec SharePoint 2010, de SharePoint 2013, et probablement la nouvelle version, qui arrivera bientôt. Une ferme SharePoint peut être beaucoup plus complexe que ça. Vous pouvez avoir énormément de serveurs. Par exemple, j'ai travaillé, la plus grande ferme, c'était la ferme du site ing.be. Donc la banque ING a un site public très, très, très important sur le plan du business continuity, dans laquelle il y avait beaucoup de machines. Je ne vais pas donner le nombre exact, mais il y en avait beaucoup, disons. Alors, en termes de business continuity, en business continuity, il y a deux concepts, la high availability, haute disponibilité, ou le disaster recovery. Sur le plan de SharePoint, la haute disponibilité se fait principalement de deux façons. Évidemment, on peut avoir une redondance des serveurs des fermes en question, pas seulement les fermes SharePoint. Donc, redondance des serveurs au niveau de SharePoint, de Office Web App, de Workflow. Petite information, pour tout ce qui est Workflow, c'est 1 ou 3 machines, pas 2. Donc c'est comme ça. C'est basé sur un quorum de service bus, c'est 1 ou 3 machines. D'accord ? Voilà. Et évidemment, de SQL. Mais, en plus d'avoir des serveurs différents, d'avoir une redondance des serveurs, on peut avoir une redondance des services. Donc on peut installer plusieurs fois le même service sur des machines différentes. L'exemple de tout à l'heure, c'était le moteur de recherche dont certains composants étaient placés sur les web front-end. Donc comme ça, l'utilisateur peut encore continuer à effectuer des queries, même si la machine centrale qui contient l'index tombe, par exemple. Mais vous pouvez faire ça pour les autres services, les services BI, par exemple. Power Pivot, puisqu'on est dans une session, dans une journée SQL, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Je parle de la BI en SharePoint. Donc voilà, deux approches complémentaires. Donc il ne faut pas se gêner à avoir une redondance des services. Alors, une des pertes de services typiques, évidemment, qui est, elle, peut-être planifiée. Il y a deux types de pertes de services, planifiées et non planifiées. Donc c'est le patching. Le patching d'une ferme SharePoint. Comment se passe le patching d'une ferme SharePoint ? Eh bien, je vais l'illustrer avec un exemple simple. J'ai deux machines SharePoint, ici, serveur 1, serveur 2, une machine SQL, pour simplifier. C'est en vert, donc ça veut dire que c'est disponible. Et typiquement, quand on patch du SharePoint, on le patch en deux étapes. Première étape, on installe les binaires sur toutes les machines. Et deuxième étape, on procède aux modifications des bases de données. Donc on peut faire ça de façon indépendante, de manière à perte de service le moins longtemps possible. On va voir qu'il y a une perte de service quand même. Alors par exemple, je passe sur la machine 1, j'installe le patch binaire, voilà, qui est en cours d'installation. Donc maintenant, le patch binaire est installé. Tout à l'heure, je passerai à l'étape suivante, qui est la modification de la base de données. Je vais installer les patchs sur la machine 2. Donc vous voyez que la machine 1 est en rouge, donc elle ne fonctionne plus, mais la ferme est toujours disponible, puisqu'il y a l'autre qui prend le relais, enfin qui est toujours là, en fait. Ensuite, je patch la machine 2 avec les binaires. Voilà. Là, j'ai une perte de service. Ça commence. Grand problème commence. Ensuite, je vais procéder au patching des bases de données. Peut-être que les schémas des bases de données vont être modifiés par le patch. Donc, je fais ce qu'on appelle le psconfig. Il y a une instruction PowerShell SharePoint qui procède à ça. Il faut le faire sur chacune des machines. Et vous voyez ici, la base de données devient rouge. Donc, elle n'est plus disponible pendant cette opération-là. Et ensuite, voilà, j'ai terminé le serveur 1. Le serveur 2 n'est pas encore disponible. Je lance le psconfig et on revient à la normale. Donc, on a des situations, donc ici et ici, où on a une perte de service. Donc,
Seul moyen d'éviter ça, c'est ne pas patcher, hein, ce qui vous occasionnera une perte de service à terme. C'est ce qu'on voit beaucoup. Hein, c'est ce qu'on fait en fait. Hein. En réalité, dans le monde réel, on ne patche pas en fait. Hein. Mais pardon. Voilà, c'est une deuxième ferme SharePoint en fait. Hein. Donc ça, c'est la solution, disons, idéale. Tout dépend du budget dont vous disposez. Ou il y en a une autre. C'est Office 365. Là, vous n'avez plus ce problème-là. Donc voilà, et beaucoup de gens vont dans cette solution-là, auquel cas la session peut s'arrêter parce que tout ce que je vais dire après n'a plus aucun intérêt. Mais je vous propose quand même de rester un petit peu, qu'on rigole un peu. C'est une des dernières, en fait, peut-être. Hein. Alors, après la haute disponibilité, l'autre problème, c'est le disaster recovery. Alors, il y a évidemment les trois options, ce qu'on appelle le call standby, dans lequel vous avez un centre de données, un deuxième centre de données, et vous faites un recovery en déant les heures ou les jours éventuellement, en utilisant uniquement les restores. Donc vous recréez une nouvelle ferme. Vous avez l'autre option, le warm standby, qui permet de récupérer en français, voilà, pardon, par l'utilisation des restores et l'utilisation de VM déjà prédéfinis ou envoyés. Donc ça va déjà un peu mieux. Ou alors vous avez le hot standby qu'on va illustrer ici, qui est que vous basculez sur une deuxième ferme qui, elle, est déjà prête, hein, semi-active. On va voir ce qu'on entend par semi-active. Et en utilisant les techniques bien éprouvées de log shipping, ça c'est bien éprouvé, de mirroring, c'est très bien éprouvé, et des groupes de disponibilité always on. Plus j'assiste à des sessions, plus je me demande si c'est bien éprouvé. Mais bon, supposons que c'est bien éprouvé. Microsoft utilise les deuxièmes fermes avec de l'always on dans le monde réel, en fait. Hein, donc, c'est en tout cas supporté. C'est supporté, en fait. Hein, en tant que consultant, c'est supporté. Pardon ? Vous allez voir que non, en fait. Pas pour deux fermes. On en rediscutera. C'est une bonne question. C'est plutôt non que oui. Alors, un anti-pattern, j'avais nommé ce slide anti-pattern, mais c'est un peu trop négatif, c'est ce qu'on appelle la stretch farm. Qui sait ce qu'est une stretch farm ? Ferme étendue. Voilà, c'est l'installation des serveurs SharePoint, donc une ferme active dans 2 data centers. La tentation est très forte et c'est une architecture très populaire dans SharePoint 2007 et SharePoint 2010. Pourquoi ? Parce que vous avez tous vos serveurs dans 2 centres différents. Donc, s'il y a un centre qui tombe, vous avez toujours l'autre centre. Donc, vous avez à la fois une haute disponibilité et un semblant de disaster recovery. D'abord, c'est une très mauvaise solution en SharePoint 2013. Pourquoi ? Parce que si votre base de données de configuration, qui est unique à la ferme, tombe, votre ferme n'est plus disponible. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les restores d'une base de données configuration ne sont pas supportés, sauf si la ferme est éteinte. Mais si vous éteignez la ferme, ça veut dire que vous avez une perte de service, évidemment. Au moment du backup. Vous voyez ? Donc, c'est un grand problème. En plus, au niveau du support officiel, Microsoft supporte les stretch farms à condition que la vitesse réseau, donc la latence entre les frontaux SharePoint et les machines SQL Server, soit moins de 1 milliseconde durant plus de 10 minutes avec un taux de succès de 99,9%. Vous voyez ? Et un réseau d'1 gigabit par seconde. Donc c'est difficile, disons. C'est difficile, pourquoi ? Parce que même parfois, vous y arrivez, mais il faut chaque fois faire un monitoring de cette situation-là. Et donc, si jamais vous avez un incident et qu'au moment de l'incident, votre réseau n'était pas terrible, le support risque de dire oui, mais votre latence. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc, en fait. Donc, je vous le déconseille parce que vous allez chaque fois avoir une épée de Damoclès au-dessus de vous. Et donc, ne faites pas ça. D'expérience, on peut vous dire que quand on commence justement à tester la latence du réseau, on est souvent très surpris. Très surpris. Très surpris. Et pas dans un sens positif, malheureusement. L'autre danger, l'autre anti-pattern, c'est le fait qu'on peut être tenté de prendre des snapshots des machines virtuelles. Ne faites pas ça en SharePoint.
Dans d'autres technologies, ça marche très bien, mais pas en SharePoint. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir une désynchronisation entre les machines, les frontaux, et la base de données de configuration. Vous avez un cache sur toutes les machines qui risque d'être désynchronisé au moment où vous prenez le snapshot. Rien ne garantit que le snapshot est pris au même moment sur toutes les mêmes machines. Sauf si la ferme est éteinte. Si la ferme SharePoint est éteinte, et on vous considère même d'éteindre les machines virtuelles, pour toute une série de raisons dont on peut discuter après, si vous désirez, mais éteignez les machines virtuelles, prenez un snapshot des machines et des fichiers de données qui peuvent se trouver sur le SAN, parce que ça doit être synchronisé aussi. Sinon, ce n'est pas supporté. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour pour vous, pour vos clients. Bien. On va passer à quelque chose de plus agréable. On va revenir sur nos terres, hein, ce sera plus sympa. Donc, alors effectivement, quand une équipe SharePoint vient vous voir et dit moi j'ai besoin d'une ferme qui soit tout le temps active, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer? Alors, il y a différentes solutions qui vont rejoindre un petit peu ce que Serge a décrit précédemment. On va leur dire, voilà, d'abord, ce qu'on a, pas cher, c'est de travailler simplement avec des backups et des restores. Un petit peu mieux, on peut envisager d'aller vers du log shipping. On pourrait travailler avec du mirroring, pourquoi pas. On a la possibilité d'utiliser des clusters. Et évidemment, on a maintenant la possibilité d'utiliser les groupes de disponibilité. Alors, voyons d'un petit peu plus près ce que chacune de ces solutions va avoir comme impact, comme possibilité. Donc, si on prend la toute première solution, fatalement, on va se retrouver avec un temps, ici un RTO, qui va être assez énorme. Pourquoi? Parce qu'on repart from scratch. On doit reconstruire une ferme en restaurant les backups et en remontant nos bases de données de contenu, en remettant les services en état, etc. Donc, c'est une solution qui est effectivement très, très lente. Alors, une autre solution qui ne date pas d'hier, puisqu'elle était apparue dans SQL 7 avec le Back-Office Resource Kit pour les vétérans dans la salle, comme moi. Je ne devrais pas dire ça, c'est mauvais. Hein. On ne dit pas son âge, mais bon. Donc, le log shipping permet de déjà avoir les serveurs de base de données qui sont restaurés au fur et à mesure. Mais dans ce type de solution, on ne va pas avoir de solution de failover automatique. Donc, pour la haute disponibilité, c'est déjà tangent. On a une latence fatalement parce que c'est une solution qui est extrêmement asynchrone puisqu'on queue finalement les journaux de transaction avant de les restaurer. Et chaque fois qu'on restaure le journal de transaction de l'autre côté, même si on a mis le serveur avec l'option standby, il n'est pas joignable. Et donc, ce n'est pas utilisable dans le cadre de SharePoint en tant que tel. Alors, après, avec SQL 2005, il y a le mirroring qui est arrivé. Alors, le mirroring est supporté par SharePoint depuis plusieurs versions. Il est décrit amplement. Donc, c'est une solution sur laquelle on peut s'appuyer. Si on est en mode synchrone, donc le mode synchrone dans le mirroring, ça veut dire quoi? Ça veut dire je fais mon commit sur les deux machines en même temps. Ça veut dire que mes deux machines, elles sont très, très proches. Okay? Sinon, j'introduis évidemment un facteur de latence dans le travail de mes serveurs SQL. Si je suis dans du mirroring synchrone, effectivement, je ne vais perdre aucune donnée quand je bascule d'un serveur à l'autre, puisqu'elles ont toujours fait leur commit ensemble. J'ai une intégrité transactionnelle. Le temps de recovery va être très bref. Je peux avoir du failover automatique pour autant que j'ai placé un witness, qui est lui-même une autre instance SQL quelconque, même un express. Mais je n'ai qu'un miroir et je ne peux rien faire de ce miroir. Donc, soit c'est le principal, soit c'est le miroir. On a le mode asynchrone qui existe également dans le mirroring, où là, comme on est en asynchrone, on va se retrouver dans une situation où on n'aura pas de failover automatique. Il n'est jamais prévu d'avoir du failover automatique sur des situations asynchrones. Pourquoi? Parce qu'on a un data loss qui est possible, puisqu'on a une latence entre le moment où il y a eu le commit sur la première, sur le principal, et où il y a eu le commit sur le miroir. Et là aussi, ce miroir n'est pas accessible en lecture. Alors, une autre solution que Serge évoquait tout à l'heure, enfin, ce Serge-là, non, Olivier, ah pardon, voilà, ce sont les failover cluster instance. Donc,
nos bons vieux clusters. Ici, c'est avec le nom FCI que l'on trouve à partir d'SQL 2012. Donc, j'ai 2 ou plusieurs machines physiques qui sont installées dans un cluster Windows avec un disque partagé et sur lequel j'ai installé une instance d'SQL. Mais le service est démarré sur un nœud à la fois en fonction du quorum. Et j'ai un disque partagé. Alors, je n'ai pas de perte de données puisqu'on travaille sur le même disque. Et si vous n'avez pas de solution de redondance pour ce disque, comme une synchronisation de SAN par exemple, vous introduisez un single point of failure et ça arrive. Je l'ai vécu. Enfin, un de mes clients l'a vécu. Voilà, un nettoyage de SAN un peu rigoureux et oups, c'était le disque du cluster. Donc voilà, ça peut arriver. Et là, on se retrouve vraiment très, très mal. Au niveau du temps de recovery, c'est le temps de redémarrer le service sur l'autre nœud. Et évidemment, comme c'est le quorum du cluster service de Windows qui se charge, on a du failover automatique. Par contre, il n'y a pas de notion de balancing, il n'y a pas de notion de nœud secondaire qu'on pourrait aller voir, puisqu'en fait, ce sont les services qui sont distribués et non pas les données dans cette solution-là. Avec SQL 2012, nous avons vu arriver les groupes de disponibilité qui sont un petit peu l'union du meilleur des deux mondes, si je puis dire, puisque dans les groupes de disponibilité, comme dans le mirroring, on va avoir la possibilité de travailler au niveau SQL en synchronisant différents réplicas. Alors, ça va plus loin que le mirroring, puisqu'on peut monter jusqu'à 8 nœuds en fonction du fait qu'on soit en synchrone ou asynchrone et de la version d'SQL. Donc là, je parle pour SQL 2014, puisqu'on est déjà sur la version SQL 2014 actuellement. Au niveau synchrone, asynchrone, c'est les mêmes caractéristiques que ce qu'on avait avec le mirroring, à savoir quand je suis en synchrone, le commit se fait en même temps, je n'ai pas de perte de données, je fais un failover très rapide et j'ai fait le tour, et j'ai un failover rapide et automatique. Quand je suis en asynchrone, fatalement, j'ai une latence qui peut se compter en secondes, voire plus, et j'ai un temps de recovery qui sera plus ou moins long en fonction de l'activité, puisqu'il doit appliquer ce qui n'aurait pas encore été appliqué. Je n'ai pas de failover automatique. Pourquoi ? De nouveau, je suis en asynchrone, je dois faire un choix et je dois éventuellement accepter d'avoir perdu des données ou avoir la possibilité d'examiner ce qui se passe. Ça, c'est très clair. Alors, la grosse différence qu'on voit apparaître ici, c'est qu'on a des réplicas secondaires qui sont accessibles en lecture. Et ça, c'est important. Et on va voir comment ça va s'appliquer à SharePoint, parce qu'effectivement, ça va permettre de faire de l'offload, ça va permettre d'aller faire une série d'opérations sur nos réplicas et de soulager un petit peu le primary. Alors concrètement, comment est-ce que ça se met en place ? On va faire une petite animation. Donc on a un premier data center qui est local. On imagine un deuxième data center pour faire du disaster recovery. Pourquoi pas ? Alors on va installer un premier serveur, un deuxième, un troisième. Si ça allait si vite, ce serait pas mal. On les met dans un cluster Windows. Donc on installe la couche clustering au niveau Windows Server. On les place dedans. Voilà. Ensuite, on a nos instances SQL qui vont apparaître. Et au niveau de nos instances SQL, on va ensuite créer un groupe de disponibilité. Alors, ceci, en fait, va se traduire par ce schéma qui est le schéma qu'on trouve partout dans la documentation et la littérature de Microsoft. Donc, on a ici des réplicas qui sont synchrones au niveau du data center primaire et puis de l'asynchrone quand on part vers d'autres data centers. Voilà. Alors, une petite démo rapide. Comme c'est la machine de Serge, je ne peux presque pas y toucher. Donc, il va cliquer pour moi. Je lui ai bien appris et vous allez voir qu'un SharePointer est capable de se débrouiller sur un serveur SQL. C'est des années d'entraînement quand même, donc retenez votre souffle. Moi, je fais ce qu'elle me dit de faire. C'est toujours mieux. Donc ici, c'est une ferme SharePoint qui se trouve en local sur mon laptop. Donc il y a ici 4 machines. En fait, il y en a un peu plus, mais on n'utilise que 4.
Donc j'ai la machine SharePoint. Voilà. J'ai la machine avec mon Active Directory, mes deux nœuds SQL, donc le nœud 1, le nœud 2. On va aller directement dans le cluster? On va sur le SQL, oui. Voilà. Donc ici, c'est vraiment très, très rapide. C'est simplement pour rafraîchir. Si tu peux... Oui, voilà. Simplement pour rafraîchir. Donc, au niveau du cluster Windows qu'on doit installer, puisque c'est vraiment la conjonction des deux qui va faire le groupe de disponibilité, le quorum, le failover est pris en charge par le service cluster et la synchronisation des données est prise en charge par SQL. Donc, on voit que j'ai mes deux nœuds ShareQL. On voit qu'au niveau storage, par contre... Ici, je n'ai pas de disque partagé. Donc, je suis vraiment dans cette solution de groupe de disponibilité. Et voilà, en gros, il n'y a pas grand-chose à configurer ici, à part le quorum, où on peut décider des votes. Petite note quand même, je pense que ça a déjà été dit dans d'autres sessions sur la haute disponibilité aujourd'hui, mais si vous en avez la possibilité, faites tout ce que vous pouvez, mais passez sur Windows 2012 pour avoir R2, pour avoir le quorum dynamique. Ça permet au moins d'avoir le last man standing scénario, donc le scénario du dernier homme debout, et de ne pas avoir le cluster tombe, bah, tout tombe. Évidemment. Le but n'est pas d'introduire des nouveaux points de fêlure. Alors, au niveau SQL, je vois que tu me presses un peu, mais tu as probablement raison. Donc, au niveau SQL, le DBA va continuer à pouvoir gérer ce groupe de disponibilité. Donc, tu peux nous montrer peut-être les propriétés du groupe de disponibilité. Voilà, il se rappelle bien. Et donc, c'est là qu'on va définir effectivement si on va travailler en synchrone, en asynchrone, le type de failover et si on autorise la lecture ou non. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails parce qu'on a besoin du temps pour montrer comment ça fonctionne avec SharePoint. Sachez simplement que pour administrer, pour mettre en place ceci, il y a du Transact SQL, il y a des DMV, il y a des événements étendus, il y a du PowerShell. Et installer un groupe de disponibilité avec PowerShell, ça se fait en quelques lignes. C'est vraiment très, très souple comme solution. Voilà, je pense qu'on va en rester là. Oui, ça, ce sont, vous reconnaissez là les délicieux suffixes de nom des bases de données SharePoint. Nous avons fait ça proprement. Il n'y a pas d'infâme GUID comme on peut trouver. Donc ça, c'est important. Hein. Je ne vais pas vous refaire la session, tout ce qu'un DBA doit savoir sur SharePoint, mais vous devez vraiment ouvrir le dialogue avec eux et faire en sorte de rester les maîtres à bord sur les serveurs SQL, histoire que ce soit propre. Dans l'autre, il y a des crasses. Ton micro ne marche pas. Dans l'autre démo, il y a des crasses dans les bases de données, juste pour montrer comment, ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Bien. Alors, et dans SharePoint, comment ça marche? Si ça marche, est-ce que ça marche? Donc, comment les choses fonctionnent? Eh bien, on va, comme Isabelle vous l'a montré, créer notre groupe de disponibilité avec une première ferme SharePoint qui va se brancher sur le listener. Hein, donc, la connexion vers le serveur base de données sera le listener. Et donc, dans le premier centre de données, la copie des données entre les différents nœuds se fait de façon synchrone ici. Et, hop là, petit problème d'animation. Voilà. On recommence. Hein, comme ça qu'on apprend. Hein. Voilà, le groupe de disponibilité. La première ferme, le listener. Ensuite, on crée un troisième nœud qui va synchroniser de façon asynchrone dans l'autre centre de données, dans lequel on installe une deuxième ferme. Donc une deuxième ferme qui a son identité propre. Donc ça veut dire voilà, un petit sourire quand ça marche. Ça veut dire une deuxième ferme qui a sa propre base de données de configuration, sa propre base de données de centrale d'administration, et quelques petits pièges dont on va discuter. C'est peut-être important de parler du direct aussi. Oui, alors ici, vous voyez, cette ferme-ci se branche sur le listener, et celle-là peut se brancher aussi sur le listener, mais ce qu'on a testé, c'est un branchement direct vers le nœud numéro 3. Le but étant effectivement de l'empêcher d'écrire. Parce que cette ferme va être semi-active, ça veut dire qu'elle vit, elle a sa base de données de configuration.
vous pouvez faire un certain nombre de choses sur cette ferme, c'est-à-dire que si vous déployez des composants, donc des solutions, des customisations, dans une ferme, il faut le faire dans l'autre. Donc on doit pouvoir faire ça. Donc cette ferme n'est pas uniquement en lecture. Par contre, pour tout ce qui est content database, base de données de contenu, donc pour les sites proprement dit, ça doit être en lecture. C'est une des raisons pour laquelle, dans notre cas, on l'a branché directement en direct sur ce nœud-là, pour ne pas qu'il aille polluer éventuellement l'autre qui permet l'écriture, évidemment. Sans compter qu'en plus, il peut y avoir des problèmes de latence entre ces deux centres de données, en plus de ça. Hein, donc, oui. Non, pas du tout. Pas du tout. On pourrait le faire à titre juste de sauvegarde, si vous voulez, de copie extra, mais elle ne serait pas exploitée par la deuxième ferme, non. C'est juste les bases de contenu et de services. Et pas toutes, on va clarifier ça. Pas toutes. Donc, deux situations. HA, et donc la mise à jour des données d'un nœud vers l'autre se fait de façon synchrone. DR, ce sera de façon asynchrone. Évidemment, le Always-on possède pas mal d'autres avantages, hein, comme Isabelle l'a dit tout à l'heure. Les nœuds secondaires peuvent être lus, ce qui peut parfois être intéressant parce que vous pouvez avoir des sites, comme des sites d'archives, qui sont accessibles uniquement en lecture, qui pourraient être accessibles uniquement en lecture, qui pourraient être utilisés sur la deuxième ferme, par exemple. Autre avantage, que je trouve plutôt du domaine marketing, en tant que SharePointer, c'est le fait que les backups des nœuds secondaires peuvent être pris sur les nœuds secondaires, mais uniquement des full backups. Des copy only. Des copy only. Donc ça ne fait pas partie vraiment de la stratégie de backup classique que vous mettez en place avec un full backup le soir plus vos backups du journal de transaction. C'est un point très important parce que le business n'est pas conscient de ça et on doit en discuter évidemment de cet aspect-là. Le basculement est évidemment très rapide et la logique de basculement peut être assez raffinée puisqu'elle est gérée par la logique du quorum sur le cluster en fait. Hein. Donc c'est plus malin que du mirroring, par exemple. Alors, voilà. Donc le premier scénario qu'on va illustrer, c'est la haute disponibilité. Donc typiquement, j'ai une ferme à Paris avec deux nœuds, SQL1, SQL2. Ces nœuds sont mis à jour du primaire vers le secondaire de façon synchrone. Donc la copie du primaire vers le secondaire se fait de façon synchrone. Si je dois, par exemple, patcher le SQL Server, donc je bascule sur le nœud 2, je patch mon SQL Server et puis je repars sur le nœud numéro 1. Hein, donc ça, c'est le scénario typique de la HA, High Availability. Alors, comment fait-on ça en SharePoint, du HA? D'abord, on peut créer la ferme SharePoint indépendamment du cluster. On va voir que si on veut, on peut créer le cluster, mais je vous montre ma méthode, qui est une méthode un peu simpliste, mais qui fonctionne. Donc, on crée la ferme SharePoint. Attention, installer le Cumulative Update avril 2014. Attention, point très important, toujours utiliser un alias qui pointe vers SQL, qui soit défini dans le DNS ou au niveau de la machine, un alias qui pointe vers SQL. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après, si vous le branchez sur le listener, si vous n'avez pas défini d'alias, vous êtes mort. Vous pouvez réinstaller votre ferme. On l'a eu. On a eu le coup, en fait. Hein. Donc toujours, il y a très longtemps. Mais on l'a eu. Donc toujours utiliser un alias, c'est la bonne pratique normalement. Et puis, vous créez la ferme, vous la connectez à l'alias. Ensuite, vous pouvez passer à la partie Always On si vous le désirez. Donc, on prépare les databases SharePoint pour qu'elles participent à l'Always On, qu'elles fassent partie de groupes de disponibilité. Donc, on change le mode de recovery à full, donc à la fois les content DB et celle des services. Ne pas mettre la usage database, donc la database de logging, dans les groupes de disponibilité, parce qu'il y a beaucoup trop d'écriture. Ce n'est pas vraiment très intéressant, ça risque de ralentir votre réseau. Ne la mettez pas là-dedans. Prenez un full backup des databases SharePoint qui vont faire partie des groupes de disponibilité, sinon vous ne pourrez pas le faire, de toute façon. Ensuite, vous pouvez préparer le cluster, créer les groupes de disponibilité, créer le listener, placer les databases qui vous intéressent dans les groupes de disponibilité, et puis vous intégrez SharePoint au groupe de disponibilité via le listener. Donc le bel alias que vous avez créé tout à l'heure, vous changez simplement son pointeur vers le listener et ça fonctionne. Hein? Ou bien, vous pouvez préparer le cluster d'abord, tout faire en Always On avant et puis installer SharePoint si vous le désirez. Mais ça fonctionne, cette méthode-ci.
Petite chose quand même, best practice, c'est pour SharePoint, et pas d'ailleurs pas que pour SharePoint probablement, mais pour SharePoint, de créer plusieurs groupes de disponibilité. Donc typiquement un pour les databases de contenu, un pour les databases de recherche, un pour les autres databases de services, un pour les bases de données système de SharePoint, donc la config, la central admin. Pourquoi ? Le but est que lorsque vous basculez, d'être sûr que le groupe de disponibilité bascule en une unité atomique, en quelque sorte. Que quand votre système de recherche bascule, que la database elle soit toute disponible sur le même plan. Donc ça, c'est la best practice. Ce n'est pas obligatoire, mais bon. En mode sync, donc high availability, voici la liste des databases SharePoint qui supportent ce mode sync. Donc toutes, sauf Power Pivot, qui n'a pas été testé. Peut-être que ça marche, ça n'a pas été testé par l'équipe de support, mais probablement que là, bon, à la limite, vous pouvez avoir un deuxième service Power Pivot, par exemple. Donc, ce n'est pas très, très important. Ça reste quand même en mémoire. Et la base de logging, ça fonctionne, mais ce n'est pas recommandé parce qu'il y a énormément de transactions dans cette base de données. Donc, ça risque d'avoir un impact sur la lenteur de votre réseau de façon totalement inutile. C'est une base qui sert plutôt de reporting, en fait. Alors, petite démo, si ça fonctionne. Donc, c'est la même ferme que celle de tout à l'heure. À savoir que c'est une ferme, je vous montre quand même l'administration centrale, dans laquelle j'ai défini un alias, donc elle se branche sur cet alias, alias SQL, évidemment, que voici, qui pointe vers le listener. J'aurais pu le mettre dans le DNS aussi, mais bon. Qui pointe vers le listener. Listener que vous avez vu tout à l'heure, c'est celui que je vous ai montré. D'accord ? Et je peux... Attendez, donc cette ferme fonctionne. Petit rafraîchissement du site. Elle fonctionnait hier, en tout cas. Je passe sur SQL Server. Voilà. Le primaire, c'est le nœud numéro 1, donc ShareQLDB. Je fais un failover. Ou par exemple, je pourrais mettre un document dedans, d'ailleurs. Mettons un petit document. Ou enlevons un document. Voilà. J'enlève un document. C'est plus rapide, voilà. Si je fais le failover, ça doit fonctionner. Je vais le faire manuellement, parce que je suis un SharePointer. Oui, avec l'interface graphique. Voilà, vous pouvez le faire en PowerShell ou en Transact SQL si vous le désirez. Voilà, je me connecte manuellement sur le deuxième nœud. Voilà. Une instruction Transact SQL. C'est moins joli, c'est moins joli. Ça rassure de voir la petite ligne verte. Voilà, en principe, ça fonctionne. Donc, celui-ci est devenu le primaire, le nœud numéro 2. Donc, je passe sur ma ferme et normalement, vous ne devez voir aucune différence. Voilà, ça marche. OK, donc voilà pour la haute disponibilité. Ça, c'est la partie facile, en fait. C'est la partie facile. Alors, l'autre partie, c'est le disaster recovery. J'ai deux fermes, donc celle de tout à l'heure, Paris, et j'ai une deuxième de disaster recovery qui est Toulouse. Je suis un peu toulousain aussi. Donc, Paris-Toulouse. Et évidemment, ici, j'ai une synchronisation synchrone entre SQL1 et SQL2, c'est à Paris, et asynchrone entre Paris et Toulouse. Et donc, je dois pouvoir basculer dans ma ferme toulousaine lorsqu'il y a un désastre à Paris. Donc, deux fermes, attention, en mode async, quelles sont les bases de données qui sont supportées dans l'Always On ? Pas toutes. Il y en a pour lesquelles ça n'a pas de sens, en fait. La base d'administration centrale, elle est spécifique à la ferme. Donc, si vous avez deux fermes, vous devez avoir deux bases d'administration centrale. Inutile de les synchroniser. La base de configuration, c'est la même chose. Elle définit la ferme, donc pas besoin de les synchroniser. Power Pivot, c'est la même chose. Et regardez, ça c'est la mauvaise nouvelle. Les bases de données de recherche, donc il y a pas mal de bases de données de recherche, ne peuvent pas être synchronisées de façon asynchrone. Enfin, ça marche, mais le service de recherche ne le supporte pas.
À la fin de la séance, si on a le temps, on en discutera. La raison pour laquelle ce n'est pas supporté pour le moteur de recherche et quelles sont les alternatives. Idem pour la base de User Profile Sync. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous créez un User Profile pour la deuxième ferme, en fait. Voilà. Mais sinon, ça marche. Et ça marche depuis quand? Ça marche depuis mars 2014. Donc le schéma que vous avez vu là a été annoncé à la SharePoint conférence en mars 2014. Donc c'est assez récent. Donc la mise en œuvre, on installe la ferme SharePoint numéro 1. Donc vous la branchez sur le listener de l'AG, de l'Availability Group, ou sur le nœud 1 directement. Vous pouvez vous brancher sur le nœud 1. Ensuite, vous installez la ferme numéro 2. Attention, c'est une ferme avec sa propre base de configuration, sa propre base de centrale d'administration, ses propres bases de recherche, propre base de user profile. Et toutes les autres seront prises de l'autre ferme. Donc ça fait quand même une vingtaine de bases de données qui sont reprises quand même. Et dans le cas du search, quel est le problème? Eh bien, quelle est la solution plutôt? La seule solution pour que, en cas de basculement d'une autre ferme, que votre moteur de recherche fonctionne, c'est de faire un backup restore, non pas uniquement des bases de données, mais de tout le service application de recherche. Vous devez faire un backup restore, donc backup d'un côté, restore de l'autre. Ce qui veut dire que ça peut prendre du temps avant d'avoir vos fichiers index. Les index peuvent être très gros, en fait, ce sont des fichiers. Donc avant que vous n'ayez vos index de retour, ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours. Et à titre d'information, par exemple, dans Office 365, dont le SLA est excellent, 99.9, ils ont fait 99.95, je pense, l'année dernière, ou cette année. Mais pour la recherche, le SLA, c'est 1 semaine. Donc pour les services, certains services, il y a des nuances à apporter. C'est 1 semaine. Donc attention, quand on discute avec le business, il faut tout dire, en fait. Il faut tout dire. Alors, démo de ferme, comment ça se passe? Alors là, pour faire cette démo, on a installé nos machines virtuelles dans Azure. Donc on a une dizaine de machines qui tournent dans Azure. Je vais directement droit au but. Je vais vous montrer l'administration centrale. Donc j'ai 2 fermes. Voilà, l'administration centrale de la ferme numéro 1. L'administration centrale de la ferme numéro 2. Donc elle se trouve sur des machines totalement différentes. Vous voyez, il y a une petite icône rouge pour montrer que c'est la ferme numéro 2. Ensuite, je peux vous montrer un site de la ferme numéro 1. Voilà. Et je vais ajouter un document sur ce site. Je vais ajouter un petit... Ah oui, je ne suis pas sur la machine. Attendez, je vais prendre un document. Oula, je ne vois pas le dessus. Je vais effacer ce document. Ce sera plus facile. Un problème de définition de VM. Si on fait beaucoup de démos, on n'aura plus rien. Oui, oui. Voilà, j'efface un document dans le site de la ferme numéro 1. Ça prend un peu de temps parce que je pense que la machine est froide. Voilà. Ensuite, je passe sur le même site, mais qui se trouve sur la ferme numéro 2. Ça veut dire que j'ai ferme 1, ferme 2. La 1 est active. La 1 est active. La 2 est semi-active, à savoir qu'elle lit quand même les données des bases de contenu, mais qui sont en lecture. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les bases de données sont en lecture? Regardez. C'est là qu'on voit comment SQL se fait utiliser par SharePoint. Voilà. Je rafraîchis. Et vous voyez, votre site est accessible, mais en lecture. Donc, on ne peut rien modifier. C'est la même base de contenu, enfin, c'est une copie, en fait, synchronisée. Donc, on ne peut rien faire dessus. Le nœud numéro 1 est toujours actif. Par contre, je peux travailler dans Central Admin. Je peux déployer des solutions dans les 2 fermes en parallèle. Il faut le faire. Alors, je vais basculer du nœud 1, donc de la ferme à Paris, vers la ferme à Toulouse. Donc, je vais aller vers SQL Server. Paris va exploser. Voilà. Je vais quand même faire un connect vers le SQL 2. Pardon, le SQL 1. J'ai le 2 ici. Ceci, c'est dans Azure, donc c'est un petit peu lent au niveau connexion, mais ça marche quand même. Donc voyons, normalement, le nœud 1 qui est Paris est le nœud primaire. Voilà, primaire. Donc je fais un basculement, je passe sur Toulouse, failover. Voilà. Suspense.
j'ai un risque de perte de données, je suis en asynchrone, j'assume, un risque minime. Voilà, je confirme. Je me connecte sur le nœud qui m'intéresse. Voilà, patience. Voilà, ça a l'air de bien se passer. Je vais sur ma ferme, celle qui était rouge tout à l'heure, vous voyez. Donc c'est le même site, mais exploité à partir de la ferme toulousaine. Maintenant, il devrait être mis en écriture. Un refresh. Voilà. Et voilà, maintenant, la ferme numéro 2 est bien accessible en lecture-écriture. En fait, hein. Et même plus que ça, si je vais dans Central Admin, je ne vais pas le faire, mais les services, par exemple ici, j'ai un service de taxonomie, voilà, et la taxonomie service, voilà, en principe est synchronisée. Voilà, je ne vais pas faire la démo, mais si j'efface cette taxonomie-là, je suis dans la ferme numéro 2, elle est synchronisée avec la 1, et donc ce terme-là devrait disparaître de la 1. Donc ça fonctionne aussi. Hein. Donc ça fonctionne à la fois pour les bases de données de contenu, les bases de données de service. Donc, voilà. Donc le principe, c'est 2 fermes avec son identité propre, contenu, central admin et user profile distincts, et tout le reste peut être synchronisé. Alors, à titre de conclusion, on peut dire que, comme Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, attention, toujours impliquer le business dans l'histoire pour définir les SLA, parce que je vous ai montré la ferme qui fonctionnait, mais je ne vous ai pas montré que le moteur de recherche ne fonctionnait pas, ou n'était pas à jour. Hein, j'aurais dû faire un backup restore, pas seulement des DB, mais de tout le moteur de recherche, en fait. Et deuxièmement, donc il faut bien nuancer ça, mettre les priorités dans les services que le business veut avoir récupérés en priorité. Évidemment, SQL Server, Always On Availability Group, donc les groupes de disponibilité Always On, jouent un rôle fondamental en HADR. Le DR est supporté depuis avril. Voilà, avril, je vais faire avoir un DR. Non, j'ai pas. C'est à temps, on y est. HA, c'est une ferme. DR, c'est 2 fermes SharePoint. Attention, limitation de la recherche. N'oubliez pas, il y a 3 fermes, SharePoint, Workflow, Office et Web App. Je vous en ai montré qu'une. Voilà pour l'essentiel. Alors, les évaluations ne font pas réellement partie de la session, mais bon, on peut en discuter aussi. Voilà pour l'essentiel. Alors, attention pour cette session, j'en profite puisque c'est là. N'oubliez pas d'évaluer cette session si elle vous a plu. Mais, donc, si elle vous a plu, on s'appelle Serge Lucas, Isabelle Van Kempenhout. Si elle ne vous a pas plu, on n'a pas de nom. Voilà, vous pouvez gagner des cadeaux, mais uniquement si la session est bien évaluée.